Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à espérer que l'autre change pour que la relation fonctionne enfin? Peut-être même que tu t'es mise à croire que l'amour que t'allais lui porter suffirait à le transformer. Dans cet épisode, on va déconstruire ensemble le mythe de cet amour lié au syndrome du sauveur. Et je vais vous expliquer pourquoi attendre que l'autre change est une impasse émotionnelle et comment reprendre le pouvoir sur nos relations pour construire des relations plus saines et épanouissantes. Déjà, je sais que ça vous parle. Je sais que c'est quelque chose que je retrouve énormément dans mon métier depuis des années et c'est vraiment sur tous les sujets dont je vous parle et qui m'ont touché à un moment de ma vie personnellement, celui-là, il est extrêmement fort. Ce syndrome du sauveur, j'ai même tendance à en parler encore parce que la réalité, c'est que si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à transformer mon syndrome du sauveur en une force, puisque j'avais un tel besoin de me sentir utile, j'avais un tel besoin d'aider les autres que j'ai transformé ça en ma plus grande force et en exerçant le métier que j'exerce aujourd'hui. Et le fait d'accompagner des femmes notamment, mais aussi des hommes, à sortir des relations toxiques. Mais là où ça me posait le plus de problèmes, en réalité, c'est, comme vous vous doutez bien, dans mes relations amoureuses. Mais d'où vient ce foutu syndrome du sauveur ? Je vais vous parler de deux choses hyper importantes. La première, c'est notre éducation. C'est la manière dont vous avez été aimé vous-même. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'amour, sur les relations, sur comment une femme devait se comporter avec un homme et un homme devait se comporter avec une femme? Est-ce que vous avez vous-même été dans justement ce truc-là où vous avez vécu des traumatismes ou des événements où vous aviez envie de sauver votre père, votre mère ou un membre de votre famille. Donc, il y a un véritable impact sur l'éducation émotionnelle, donc le modèle que je vais avoir de mes parents. Alors, on peut complètement reproduire ce modèle-là si on est une femme et qu'on a vu notre mère vouloir sauver notre père, mais on peut aussi prendre tout le chemin inverse en se disant, en fait, j'ai vu mon parent souffrir de l'éloignement ou de l'absence émotionnelle de l'autre parent, et donc je vais prendre pour mission le fait de sauver mon parent et je vais reproduire ça dans toutes mes relations. Et évidemment, celle-là, vous la connaissez, si ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez, c'est évidemment la blessure d'abandon. Notre blessure d'abandon, elle vient nous challenger énormément et les mécanismes en fait qui résultent de cette blessure d'abandon fait que on n'a plus jamais envie de vivre l'abandon, donc on a besoin de se sentir utile pour les autres, et donc si on sent à un moment que l'autre souffre ou n'est pas bien dans son travail ou n'est pas bien dans sa vie personnelle, on va mettre notre cape de super-héros et avoir envie de remuer ciel et terre pour sauver l'autre. Et il y a un dernier truc quand même qu'on peut pas négliger, c'est les croyances qui sont issues des contes de fées, des films romantiques, je vous en ai parlé dernièrement. Mais c'est une réalité. Enfin, ma génération, en tout cas, la génération 90-2000, on a grandi dans des séries, en regardant des séries où en fait la fille aime le bad boy et il va devenir quelqu'un de tellement gentil et incroyable. En fait, on a été vraiment biberonnés à ça et c'est pas étonnant que pour nous notre modèle relationnel soit aussi celui-là. Donc c'est hyper important quand même d'aller regarder quel a été mon modèle relationnel, quels événements j'ai pu vivre dans ma vie qui m'auraient créé à un moment un sentiment d'abandon, et c'est pas forcément de l'absence physique, c'est-à-dire que si vous avez vos deux parents qui étaient là avec vous, mais que vous avez un des deux parents qui est absent émotionnellement, ça a pu vous créer aussi ce syndrome du sauveur-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a bien compris quel était le syndrome du sauveur, c'est pourquoi on espère que l'autre change. Et ça, je vous jure, c'est un véritable combat que je mène. Mais attention, ça a d'abord été un combat que j'ai mené envers moi-même.
Quand je regarde toutes mes relations, sans exception, de ces 15 dernières années, je pense. C'est horrible quand je le dis comme ça. J'étais toujours dans mon syndrome du sauveur. Ouch. J'étais toujours attirée par des mecs un peu torturés. C'était même au-delà d'indisponibles, c'était des mecs torturés, qui étaient toujours en galère, soit émotionnellement, soit dans leur travail, soit qui avaient des situations assez bancales. Et moi, j'étais celle qui allait les aider envers et contre tout. Mais pourquoi je faisais ça? Parce qu'en fait, l'idée d'être abandonnée me glaçait le sang. C'est-à-dire que je pouvais pas, et puis plus ça allait, plus c'était dur, parce que je pouvais pas revivre un énième abandon. Alors, évidemment, avec le recul aujourd'hui et la maturité, je sais que tout ce que j'ai vécu n'était pas des abandons et que ces personnes-là n'étaient pas responsables de moi, hein. Elles n'étaient pas responsables, c'était pas mes parents, quoi. Elles n'étaient pas responsables du fait de m'abandonner ou pas. C'est-à-dire que j'étais une adulte et que je pouvais subvenir à mes propres besoins. Par contre, moi, j'avais la responsabilité, en tout cas, de me mettre dans des relations où j'allais pas me sentir abandonnée. Mais du coup, cette peur-là, elle était tellement ancrée et profonde, je pouvais tellement facilement me sentir rejetée qu'il fallait que je me sente utile. Et alors, plus l'autre mettait de la distance avec moi, plus l'autre était dans le flou ou soufflait ce chaud-froid, je savais pas trop où allait en être la relation, je savais pas ce que ça allait donner. Et plus, vraiment, mais je faisais des trucs quand j'y pense. Enfin voilà, des trucs dont j'ai déjà parlé ici et d'autres pas, mais s'il y en avait un qui cherchait un boulot parce qu'il l'avait perdu, en plus souvent par leur faute, j'allais refaire leur CV sur mon temps de travail, mais enfin c'était quand même délirant. Je pouvais faire ça, je pouvais ramener une personne, traverser l'Île-de-France pour lui rendre un service. Je pouvais lui faire à manger parce que tu comprends, en ce moment il va pas très bien, il a plein de choses à penser, et donc moi je ramenais des lasagnes quoi chez les gens. Enfin, on est où quoi? Sans déconner. Mais enfin, attention, hein, moi j'ai aucun problème à le faire avec mes proches, avec les personnes où la relation est équilibrée. Mais là, quand je vous raconte ça, j'en rigole parce que vraiment, je pense même que les mecs en question devaient se dire, mais elle est zinzin en fait celle-là. Pourquoi elle fait ça pour moi? Mais j'avais tellement besoin de me sentir aimée. Et quand j'y pense, j'étais quand même très bien entourée, mais en tout cas j'avais besoin de me sentir aimée par les hommes, et du coup ça me faisait avoir ce genre de comportement. Donc ça, et j'avais pas envie d'être seule. Franchement, l'idée de la solitude, ça m'était tellement insupportable. Franchement, je pourrais en refaire un épisode de podcast, mon rapport à la solitude et du rapport à la solitude, parce que ça a été tellement handicapant, et je pense que ça m'a fait faire beaucoup de mauvais choix, j'allais dire dans le domaine relationnel amoureux, mais aussi dans mes amitiés, parce que c'était très insupportable pour moi d'être seule, parce que je pouvais vite tomber dans un état dépressif après 1 ou 2 soirées seule chez moi. Donc, tout ça pour vous dire que l'espoir que l'autre change, c'est ce qui va nous maintenir dans la relation. C'est le seul truc, en fait, auquel on est capable de se raccrocher, parce que l'autre ne nous donne rien d'autre. Donc, du coup, on est obligé de nourrir cet espoir-là en cherchant bien le bon chez l'autre, le potentiel chez l'autre, alors qu'en fait, clairement, il ne changera pas. Voilà. C'est ce qui fait qu'on rentre dans des mécanismes de dépendance affective et de quête de validation de l'autre. Et surtout, je pense que c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que, en fait, quand on est dans ce mécanisme-là où on voit tout le temps le bon chez l'autre, et c'est vrai que moi, encore aujourd'hui, j'ai tendance à voir vraiment le potentiel des gens, mais en fait, je suis pas responsable de s'ils font quelque chose de ce potentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de ces gens-là au point d'être toujours dans l'attente qu'ils changent? Enfin, déjà, il y a un problème avec cette phrase, non? Bref, je vais en venir à ça et on reviendra sur ce problème après. C'est qu'en fait, ce qui vient nourrir
le fait que vous soyez amoureux ou amoureuse, ou en tout cas que vous vous sentiez dans cet état d'amour, d'obsession pour l'autre, c'est parce que vous, dans votre tête, vous êtes en train de le mettre sur un piédestal. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui fait que cette personne, elle mérite d'être sur ce piédestal. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il est temps de remettre en question. C'est pourquoi je trouve tellement cette personne incroyable. Et j'en avais parlé dans un ancien épisode de podcast. Il y a aussi ce que la personne, elle représente pour moi en termes d'admiration. Si la personne, elle a un bon statut social, qu'elle a un bon job, que matériellement, elle est bien lotie. Alors, je vais développer une forme d'admiration parce qu'elle me renvoie à quelque chose que j'ai envie d'être. Par contre, il y a aussi ce truc quand même où la personne, elle n'a rien d'exceptionnel. Soit c'est parce que vous trouvez juste que ce mec-là, il est beau gosse de ouf et donc du coup, ça vous valorise d'une certaine manière. Donc du coup, vous le mettez sur un piédestal parce qu'il y a un côté, il est tellement beau que je pourrais plus jamais avoir ça. Mais en réalité, dans ses valeurs, dans la manière dont il se comporte avec vous, dont il se comporte avec ses amis, la manière dont il vous traite, posez-vous bien la question de est-ce que là, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai une bonne raison de le mettre sur un piédestal. Et il y a un autre truc, mais ça, je pourrais en faire un autre épisode de podcast, c'est que souvent, vous êtes tombé amoureuse d'une version de la personne, genre sur les 3 premières semaines de votre relation, parce qu'il était à fond dans le love bombing, il était là pour vous séduire. Par contre, la version d'aujourd'hui, elle ne vous convient plus. Sauf que la version d'aujourd'hui, elle dure depuis 6 mois, en fait. Donc du coup, il est temps de voir la réalité telle qu'elle est et de réaliser que l'autre ne va pas changer et que vous n'êtes pas responsable de si l'autre change. L'autre agit de cette manière-là parce que ça lui semble juste d'agir de cette manière-là avec vous. Et c'est pas une question c'est pas vous le problème, c'est lui et la manière dont il a pris la décision de vous traiter. C'est hyper important que vous puissiez prendre conscience de vos comportements et de à quel moment je commence à être vraiment dans l'attente du changement. C'est déjà quand vous êtes en train de vous dire, et alors ça, vraiment, je vous parle en connaissance de cause, c'est quand déjà vous êtes en train de vous dire, ouais, mais s'il réglait ses problèmes, ça irait mieux. S'il avait moins de travail, ça irait mieux. S'il faisait ceci, s'il faisait cela, tout irait beaucoup mieux entre nous. Parce qu'en fait, vous êtes déjà en train de le remettre sur un piédestal et de justifier ses comportements. Et ça, c'est une très mauvaise chose. En fait, on excuse sans cesse les comportements toxiques de l'autre ou les comportements dysfonctionnels de l'autre sous prétexte qu'il a trop de taf. Oui, mais tu comprends, sa mère, elle a fait ça. Oui, mais son père, quand il était petit. Alors ça, c'est normal que vous le fassiez. Enfin, c'est normal que quand on apprend à connaître quelqu'un et qu'on apprend à connaître son contexte familial, on peut se dire, c'est pour ça, je comprends mieux certaines de ses réactions. Par contre, si déjà au début de la relation, il y a des choses qui vous conviennent pas et que vous êtes en train de justifier ces mauvais comportements parce que l'autre a vécu ça ou ça dans son enfance, c'est carrément pas OK. Parce que moi aussi, j'ai vécu des choses dans mon enfance. Toi aussi, t'as vécu des choses dans ton enfance. Plein de personnes ont vécu des choses dans leur enfance. Et pourtant, il y a des personnes qui ne font pas payer aux autres ce qu'ils ont vécu. C'est au même titre que si tu as été dans une relation, qui a eu de l'infidélité, que tu as été trompé, la personne derrière, elle n'a pas à payer ce que toi tu as vécu. Donc une personne qui est avec toi, elle n'a pas à te faire payer des choses qu'elle a vécues dans son enfance. OK ? Et c'est à toi ensuite de prendre tes responsabilités et de te dire en fait est-ce que c'est OK pour moi d'être avec une personne comme ça dans ma vie ? Parce que le fait est que les traumas, ils sont si ancrés que si la personne elle fait pas le pas et elle prend pas la décision de sortir de ces schémas-là, c'est pas toi qui va pouvoir le faire pour lui. Et il y a un autre signe, mais alors là, parce que le premier signe, c'est du coup de se dire, s'il faisait ça, ça irait mieux. Le deuxième, c'est excuser sans cesse ses comportements. Et le troisième, c'est de s'investir beaucoup plus que l'autre dans la relation. À terme, quand ça fait déjà des années qu'on est ensemble, évidemment qu'il y a des périodes de vie qui vont faire que on va devoir l'un et l'autre compenser certains moments parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a les épisodes de vie. Par contre, si dès le début de la relation, toi tu mets 90% et l'autre met 10%, il va y avoir un gros problème parce que ça va s'installer dans la relation. Et là, encore une fois, je vous parle en connaissance de cause. C'est qu'en fait, on est aussi responsable de la manière dont l'autre va se comporter avec nous. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que ça excuse ses comportements. Ça veut dire que moi, j'ai la responsabilité de me dire, en fait, c'est pas à moi d'entretenir la relation. Je parle avec énormément de femmes dans mon quotidien qui me disent aussi, je me rends compte que là, si j'arrête d'envoyer des messages ou si j'arrête de proposer qu'on se voit, il y a rien qui va se passer.
Ça, c'est déjà la preuve que tu mets mais plus de 90% dans la relation. Parce que si c'est toi qui envoie toujours le premier message, si c'est toi qui as l'initiative de vos sorties, si c'est toi qui propose un week-end, si c'est toi qui propose des vacances et que ça vient pas des deux côtés naturellement, tu vas t'épuiser. Et ça ne va pas changer parce que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui, au bout de 5 ans, va te dire « Bah, ça a toujours été comme ça, en fait. C'est toi qui as toujours fait. » Voilà. Et ça, je vous parle vraiment de souvenirs très ancrés. Et en fait, aujourd'hui, je vais pas me blâmer de m'être mise dans cette situation. J'ai aucun regret d'avoir été dans des situations comme celle-ci. Parce que ces situations-là, elles m'ont permis d'arriver à qui je suis aujourd'hui et à la relation que j'ai aujourd'hui. Et ça m'a permis ça parce que j'ai réalisé que j'avais ma part de responsabilité. Donc l'investissement dans la relation, il est important des deux côtés. Il faut sentir que c'est pas parce que moi je me retire à un moment parce que j'ai pas d'énergie, parce que je traverse une phase difficile, je sais que la relation elle va continuer de tourner parce que j'ai quelqu'un d'autre qui met exactement la même énergie que moi. Donc vraiment réfléchissez à ça. Encore une fois, il faut comprendre que le changement va venir de la personne elle-même. C'est pas toi qui va aller lui prendre la main, l'emmener chez le thérapeute ou lui prendre la main, lui dire viens, assieds-toi et parle-moi de tes problèmes. Tu sais, moi, je vais pouvoir t'aider sur ça, ça, ça. Et c'est une parole de coach qui est dans une relation et pour qui, pour moi, c'est déjà très difficile. C'est très difficile de pas être dans ce rôle-là parce que c'est le rôle que j'ai plusieurs heures par jour, tous les jours. Donc, évidemment qu'il y a une part de moi qui a aussi envie de faire évoluer l'autre. Par contre, la guérison, c'est pas moi qui en suis responsable. Et si toi, t'as pas conscience de tes comportements toxiques, je ne vais pas le faire pour toi. Donc, le changement, il doit d'abord venir de soi. C'est-à-dire que si vous êtes face à une personne, déjà, qui vous dit juste, déjà, qui vous dit que c'est vous le problème, il y a un gros problème, c'est un gros red flag et il faut fuir. La deuxième chose, c'est que si elle reconnaît que oui, elle est comme ça, mais qu'il n'y a pas de changement, c'est mort. Voilà. Si vous êtes face à une personne qui vous dit, en fait, je suis comme ça, oui, mais je suis comme ça, c'est qu'elle n'a pas envie de changer. Et il faut accepter qu'il y a des personnes qui sont bien, j'allais dire dans leur médiocrité, c'est pas bien du tout. Déjà, oui, il y en a, mais il y a des personnes qui sont bien, en fait, dans leur confort. Même si c'est inconfortable, même si ça fait souffrir les personnes autour d'elles, elles sont bien de cette manière-là. Pourquoi il ne changera pas? Parce que il continue de te faire des promesses non tenues. Et notamment celle-là. Oui, j'ai compris. Oui, t'inquiète pas, je vais faire des efforts. Les efforts, soit ils n'arrivent jamais, soit ça dure 3 jours. Et c'est reparti pour un tour. Parce qu'en fait, là, on parle pas d'efforts à mettre dans la relation. On parle d'un comportement qui est tellement naturel pour la personne que tu fréquentes, pour la personne avec qui t'es en couple, qu'en fait, ça n'a même pas de sens rationnel de faire changer les choses. Ok? Donc, il va y avoir un impact énorme parce que pour la personne avec qui t'es, en fait, il y a aucun problème. Donc toi, tu peux pas changer le problème si l'autre ne comprend pas qu'il y en a un. Et donc, il va continuer de te dire, pour te faire plaisir, je vais faire un effort. Oui, j'ai compris. Et le truc n'arrive jamais. C'est là tout le rôle de la responsabilité émotionnelle. C'est là que tu prends tes responsabilités dans la relation, que tu fais le choix d'être dans cette relation et que l'autre doit aussi prendre la responsabilité de ses propres émotions et de ses propres comportements. Je suis pas là pour dire que quelqu'un qui a un comportement évitant, c'est pas bien, ou que quelqu'un qui a un comportement anxieux, c'est pas bien. Parce que chacun de ces deux attachements ont une raison d'être. Par contre, c'est sain à partir du moment où tu reconnais pleinement être dans cet attachement anxieux ou dans cet attachement évitant. Puis en plus, on s'attire, ça c'est vraiment le meilleur de tout ça. Reconnaître sa propre responsabilité, c'est pas se dire c'est mauvais d'être comme ça ou bien d'être comme ça, pour y revenir. C'est vraiment juste de dire en fait, je suis comme ça. Et est-ce que c'est OK pour moi d'avoir ce type d'attachement? Est-ce que c'est OK pour moi de voir l'impact que ça a dans mes relations? Est-ce que j'ai envie d'en sortir ou pas? Parce que la vérité, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout envie de sortir de leur schéma relationnel. Toi, t'as envie d'en sortir si tu m'écoutes parce que t'es dans la dépendance affective et que c'est souffrant pour toi tous les jours.
Parce que c'est toi qui es en train de donner 90% de ton énergie dans la relation, si ce n'est plus. Parce que c'est toi qui te demande où est-ce qu'on va se voir, quand est-ce qu'on va se voir, est-ce qu'il va m'envoyer un message. C'est pas la personne qui a un comportement évitant qui va penser comme ça. Donc toi, t'as pris conscience de ça parce que c'est trop souffrant pour toi. Mais il y a des personnes qui sont bien là où elles sont. Et il faut pouvoir l'accepter. Comment on sort de ce schéma-là, du fait d'être dans le syndrome du sauveur et d'arrêter de vouloir que l'autre change? C'est ce que je viens de dire, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est ce que tu vis tous les jours. La réalité, c'est voir que rien ne change en fait. Que tous les soirs, quand tu te couches, t'es triste. Que quand tu te lèves le matin et que t'as pas le message du matin, t'es triste. Parce que toi, la première pensée que t'as, c'est de lui envoyer un message. Parce que toi, quand tu te couches, la dernière pensée, c'est de lui envoyer un message. Et il y a un moment où il faut quand même se demander si on veut être avec quelqu'un qui agit de la même manière que nous. Et arrêter de se contenter des miettes. Parce qu'il y a des personnes qui me disent « j'en demande pas tant, moi je sais que je donne beaucoup mais j'en demande pas tant ». Pourquoi tu demandes pas autant? Qu'est-ce que tu penses ne pas mériter pour ne pas demander autant que ce que toi tu donnes? Et je pense que c'est là toute la différence et c'est l'engagement que j'ai pris auprès de moi. C'est plus jamais je laisserai quelqu'un entrer dans ma vie s'il n'est pas capable de donner autant que je donne. Sortir de ce schéma, c'est aussi se recentrer sur l'amour de soi. T'as tellement mis d'énergie chez l'autre, pour l'autre. En fait, ça fait des années, parfois des mois, des semaines que t'es dans cette relation. Et que tout ce que tu fais, c'est savoir si l'autre est heureux. Savoir si l'autre se sent bien. Si on mange dans le bon resto, s'il va pouvoir manger son plat préféré, si il peut faire son sport. Oui, parce que tu vois, il faut pas le déranger parce que ça lui fait du bien, ça lui vide la tête. Pendant que toi, t'es chez toi en train de te torturer parce que la seule chose que tu veux, c'est pouvoir passer du temps avec. Donc, se recentrer sur soi, se recentrer sur l'amour de soi. C'est apprendre à se choisir, en fait. Parce que à aucun moment tu t'es choisi. C'est-à-dire que tu sais même plus à quoi ça ressemble de se choisir tellement t'as passé de temps pour être avec lui. Et la troisième chose, c'est de développer justement cette estime de soi et d'apprendre à poser ses limites. Ce qui se passe et pourquoi tu te retrouves dans ces situations-là à attendre que l'autre change, c'est parce que tu ne poses pas tes limites. Eux, elles, ce sont les rois du pétrole. Ils ont tout. Ils ont une relation où ils sont pas obligés de s'engager, mais où l'autre est pleinement engagé avec eux. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour réfléchir à si on se voit, quand on se voit, parce que c'est toi qui es en train de le faire. Ils ont tout. Et parfois même, ils voient d'autres personnes, tu le sais, tu fermes les yeux, mais tu espères que la personne va changer, va te choisir parce que t'en auras fait des tonnes. Mais c'est pas comme ça, en fait. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Et c'est là tout le rôle d'apprendre à développer son estime de soi et à poser ses limites. Alors bien sûr, quand tu commences à poser tes limites, c'est sûr qu'il y a des relations qui vont s'arrêter. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à ça. Tu peux pas demander à la vie, à l'univers, à Dieu, peu importe tes croyances, je veux être dans une relation saine, mais tu n'acceptes pas tout le chemin qu'il y a avant d'arriver à cette relation saine. Parce qu'en fait, t'es tellement bloqué sur je veux une relation saine avec lui, c'est pas possible. La personne en question n'est pas capable de te donner ça. Donc il y a un moment, il y a un bug. Il y a un bug dans l'espace. Si tu veux demander une relation saine, sois prête à ce que tout ce qui n'est pas sain pour toi se déconstruise. Et c'est ça le plus dur à accepter. C'est d'accepter que si tu demandes quelque chose, tout le processus va t'amener à avoir ce quelque chose, mais il faut être prêt à le vivre. Et parfois, c'est douloureux de vivre ce processus-là. Il est hardcore. Parce que ça va te demander de la déconstruction. Ça va te demander d'être challengé. Tu peux pas dire j'ai envie d'être plus patient et de ne pas être confronté à l'impatience. Parce que sinon, tu n'apprendras jamais à devenir plus patient. Plus tu vas demander une relation saine, plus tu vas être confronté à des situations toxiques pour apprendre à poser tes limites. Donc, sois prêt à ça. Attendre que l'autre change, c'est se mettre en attente de sa propre vie. Et votre bonheur ne devrait jamais dépendre d'un potentiel futur incertain qui est dans les mains de l'autre. Vous passez votre temps à mettre votre bonheur dans les mains de l'autre
et vous mettez votre vie sur pause. Vous restez dans la salle d'attente de cette relation. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est en vous libérant de ce mythe-là du syndrome du sauveur ou du sauveur de l'autre dans une relation que vous allez pouvoir vous ouvrir à une véritable relation qui sera basée sur l'amour, sur le respect mutuel, sur un engagement mutuel. Et c'est ça que vous venez chercher. Et je sais que c'est ça que vous êtes venu chercher en écoutant cet épisode de podcast. Je vous rappelle qu'il est hyper important pour moi que vous puissiez noter ce podcast. Venez me suivre sur Instagram aussi, oria.coaching. Il y a du contenu, il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée. Je vous attends aussi dans mes accompagnements. J'ai un nouvel accompagnement qui démarre le 13 janvier où je vais accueillir 10 femmes et on va passer 3 mois ensemble. Si vous êtes intéressés, je vous invite à venir me voir sur Instagram, à participer aux masterclass qui ont lieu tous les mois. Voilà. Venez me voir sur Instagram, c'est là où je communique absolument tout. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La vie a un plan pour toi, avec tout mon amour, comme toujours. Free audio post-production by alphonic.com.